Aujourd'hui, je comprends tout. Les signaux étaient là, dès le début. Mais quand on aime, on refuse de voir. Il changeait soudainement de comportement quand son téléphone sonnait. Il mettait des heures à répondre à mes messages, alors qu'avant, c'était instantané. Il critiquait mon corps, mes choix, ma façon d'être toujours en blaguant. Il partait des week-ends entiers sans vraiment expliquer où il allait. Il a commencé à s'habiller différemment, à porter des parfums hors de prix, à se raser entièrement. Il me disait qu'il m'aimait, tout en construisant une vie parallèle avec une autre. Pendant des mois, j'ai cru que c'était moi le problème. Que j'étais folle. Que j'imaginais des choses. Mais mon corps savait. Les infections à répétition. Les douleurs que les médecins ne comprenaient pas. Mon intuition qui hurlait. Et puis un jour, tout s'est effondré. Je m'appelle Camille. J'ai 31 ans. Et voici comment j'ai découvert que l'homme avec qui j'étais mariée depuis 4 ans était en couple avec une autre femme depuis le début. Les racines, enfance et traumatismes familiaux. Ma mère a rencontré mon père très jeune. Elle s'est mariée avec lui alors qu'elle avait à peine 20 ans. Je suis arrivée par surprise. Je n'étais pas une enfant planifiée. Maman a découvert qu'elle attendait une fille seulement après ma naissance. Tout a été une surprise, ma naissance, mon enfance. Jusqu'à mes 8 ans, j'étais fille unique. J'avais une relation très forte avec papa. J'adorais la complicité qu'on avait. Puis, à un moment, le mariage de mes parents a commencé à battre de l'aile. Ils ont décidé d'avoir un autre enfant pour sauver leur couple. Comme beaucoup de gens le font quand leur mariage est en crise. Mon petit frère est né. Mais ça n'a rien arrangé. Au contraire. Mes parents sont restés ensemble, mais séparés de corps. Papa vivait avec nous, mais il ne partageait plus rien. Quand j'avais 14 ans, maman est tombée enceinte de ma petite sœur. Séparés de corps de papa. Ils ont dû avoir un moment ensemble, et maman est tombée enceinte. Pendant sa grossesse, elle a fait une dépression. C'est moi qui l'accompagnais à tous ses rendez-vous médicaux. J'avais 14 ans. Ma petite sœur est née. 3 mois après sa naissance, papa est parti. Je l'ai vu partir, vous savez, avec ses valises. Pendant 6 ans, je me suis sentie coupable de son départ. Je pensais que si le mariage de mes parents n'avait pas marché, c'était parce que j'étais une enfant non désirée. Que tout était de ma faute. J'ai même remis en question ma propre existence. Maman a fait une dépression postpartum. Je me suis occupée d'elle, de ma petite sœur, de mon frère. Maman n'était pas en état de s'en charger. J'ai dû travailler pour aider financièrement à la maison. On a traversé des moments très difficiles. La faim. Les factures impayées. Je ne compte plus le nombre de fois où on a dû se laver à l'eau froide parce qu'on n'avait plus d'électricité. Nos voisins nous aidaient avec de la nourriture. On recevait des colis alimentaires. L'église nous a beaucoup aidés aussi avec des vêtements, de la nourriture. Ils ont vraiment été notre bouée de sauvetage. Toute mon adolescence, j'ai été le pilier de ma famille. Pendant que papa n'était plus là. Après 6 ans sans lui parler, j'ai décidé de lui pardonner. C'était la meilleure décision que j'ai prise. J'ai compris que l'échec de leur mariage n'avait rien à voir avec nous, les enfants. C'est à partir de là que ma vie a vraiment commencé à avancer. Parce que tant que je portais cette rancœur contre papa, je n'étais pas heureuse. Quand j'ai réussi à lui pardonner et à l'accepter tel qu'il était, malgré ses choix, j'ai pu vivre plus sereinement. La première trahison, 15 ans. À 15 ans, j'ai eu la brillante idée de sortir avec un garçon de l'église. Je l'aimais vraiment bien. Il était un peu plus âgé que moi. On a commencé à se fréquenter. Maman m'a laissé sortir avec lui parce qu'elle avait toujours pensé, mieux vaut qu'elle le fasse à la maison que dans mon dos. On est sortis ensemble pendant environ 3 mois. Et ça a été compliqué. Au bout de 2 mois, j'ai découvert qu'il avait une fille. Il me l'avait cachée. Je ne l'ai découvert que parce qu'il portait toujours des t-shirts à manches longues, très serrés, et qu'il ne me laissait jamais vraiment le toucher. Un jour, sans faire exprès, j'ai effleuré son bras. Le t-shirt s'est soulevé. Il y avait un cœur tatoué avec le prénom d'une femme. Je lui ai demandé qui c'était. C'était sa fille. J'étais déçue. Mais je lui ai pardonné. Il allait à l'église, après tout. Et j'ai continué. 3 mois après le début de notre relation, il a rompu avec moi. Sans explication claire. Le lendemain, j'ai attrapé la varicelle et je ne suis plus allée à l'église pendant un moment. Il a pensé que je ne venais plus parce que je souffrais à cause de lui. Mais en réalité, j'étais juste malade. Oui, j'étais triste que ma relation de 3 mois soit terminée, mais j'allais bien. C'est là que j'ai découvert qu'il avait rompu avec moi parce qu'il sortait avec une autre fille de l'église. Et qu'il allait se fiancer avec elle. Ça m'a brisé le cœur. Et puis, j'ai appris la vérité, il était marié. Avec quelqu'un d'autre. Une 3e personne. Il avait 2 enfants avec cette femme, dont la petite fille de 4 ans. Cette femme est venue frapper à la porte de sa fiancée pour lui dire « Regardez, il est marié avec moi. » Il a disparu après ça. Je me souviens m'être dit « Mon Dieu, quelle chance j'ai eue de ne pas rester avec lui. »
Imaginez si j'avais été fiancée et que sa femme était venue sonner chez moi. Ça m'a traumatisée. Même si ça n'a duré que 3 mois. J'avais 15 ans. Et cet homme était déjà marié. La rencontre avec Julien, 19 ans. Je l'ai rencontré quand j'avais 19 ans. On habitait le même quartier. Moi dans la rue du haut, lui dans celle du bas. On était allés dans les mêmes écoles, on fréquentait les mêmes endroits, on avait les mêmes amis. Mais on ne s'était jamais croisés. Jamais vus. Je l'ai rencontré à la cellule de prière chez maman. Maman organisait des réunions dans son garage. J'ai toujours aimé les hommes grands. Quand je l'ai vu, je ne l'ai pas trouvé beau. Mais je l'ai trouvé charmant. Il était simple, gentil, drôle. Je suis tombée sous le charme de sa façon de parler, de s'exprimer. Il était tellement marrant. Je me souviens de ce jour-là. J'avais 19 ans, lui 17. Je suis plus âgée que lui de 2 ans. Je lui ai demandé, c'est quoi, ton prénom? Il m'a répondu, Julien. Tu me donnes ton numéro? Il m'a regardé, surpris. Et il me l'a donné. On a commencé à discuter. Mais à l'époque, je l'aimais bien en tant qu'ami. Vraiment. Juste un ami. On se voyait souvent. J'allais le voir jouer au foot. Il faisait du vélo, je marchais à côté de lui. On parlait de tout. C'était une amitié incroyable. J'avais tellement peur de gâcher ça en tombant amoureuse de lui. Notre amitié me suffisait. Même si tout le monde à l'église pensait qu'on sortait déjà ensemble, on ne s'était jamais embrassé. C'était juste une amitié très forte. Avec le temps, j'ai commencé à avoir des sentiments pour lui. Après 8 mois d'amitié, je savais que je l'aimais. Mais je ne voulais pas lui dire. J'avais peur de tout gâcher. J'ai beaucoup prié. Je me disais, mon Dieu, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que je veux être en couple maintenant? À l'époque, je voulais faire un échange à l'étranger, aller à la fac, partir en mission. J'avais d'autres projets. Pour moi, si je me mettais en couple, c'était pour me marier. Je l'ai toujours pensé. Si un jour je suis en couple, c'est pour la vie. Mais je n'ai jamais vraiment cru au mariage. Je n'ai jamais cru à l'amour éternel. À cause de ce que j'avais vu dans ma famille. Pourtant, je l'aimais. Et je me demandais, est-ce que je veux vraiment être avec lui? Je me souviens que, quand j'étais ado, on faisait ce genre de prière. Mon Dieu, si telle chose se produit, c'est que c'est ta volonté. Alors j'ai prié. J'ai dit, mon Dieu, si Julien est fait pour moi, qu'il vienne au match de foot avec quelque chose de jaune. Il n'aime pas les couleurs vives. Il préfère les couleurs neutres. Toujours. Je me suis dit, il ne va jamais venir avec du jaune. Je suis allée au match. Il est arrivé avec un bracelet jaune, des chaussettes jaunes, et un maillot jaune. J'ai prié toute la semaine. Et il était tout en jaune. Je me suis dit, c'est quoi, ça? Puis je me suis remise en question. Non, c'est dans ma tête. C'est une coïncidence. Mais au fond, je l'aimais vraiment. J'en ai parlé à maman. Maman, je crois que j'aime Julien. Elle m'a dit, fais attention. Julien est quelqu'un de bien. Mais tu veux faire un échange, tu veux faire plein de choses. Tu n'es peut-être pas prête pour une relation. J'étais déjà en train de commencer mes études à la fac. Mais j'ai fini par lui dire, Julien, je t'aime bien. Il m'a répondu, moi aussi. Qu'est-ce qu'on fait? 2 ados perdus. Je sais pas. Moi non plus. Et on est passé à autre chose. Quelques jours après, on était à une soirée hot dog organisée par les jeunes de l'église. On a raccompagné quelqu'un chez lui, 2 rues plus haut. Sur le chemin du retour, il m'a demandé en couple. J'étais tellement gênée. Je me suis dit, oh non, maintenant je vais devoir l'embrasser. J'ai toujours été très timide. On s'est mis ensemble ce jour-là. C'était le 22 août 2016. Je me souviens très bien de cette date. C'était un samedi soir. J'étais tellement heureuse. J'étais avec quelqu'un que j'aimais, avec qui j'avais pris le temps de réfléchir. Avant de faire quoi que ce soit, je réfléchis toujours aux conséquences. J'avais étudié Julien pendant longtemps. J'avais observé sa famille, qui il était, s'il aimait travailler. Je pensais que cette relation était ce que Dieu voulait pour moi. Les débuts du couple, les signes avant-coureurs. On a commencé à sortir ensemble. La famille de Julien, sa mère et sa sœur, étaient un peu jalouses. Il avait 17 ans à l'époque. Elles se demandaient si c'était une bonne idée qu'ils soient en couple. C'était une jalousie de mère et de sœur. Vous comprenez? C'était de la protection. Genre, fais attention avec cette fille, renseigne-toi sur sa famille d'abord. La famille de Julien montrait qu'ils avaient des valeurs. Ça me rassurait. Je me disais, sa famille s'inquiète de qui il fréquente. C'est bien. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui. À l'époque, j'ai vu ça comme quelque chose de positif. On a continue. On s'investissait tous les deux dans l'église. Julien est devenu responsable de groupe, moi aussi. On grandissait ensemble dans la foi. Il a trouvé un travail déchargement de camions. Je l'encourageais toujours à étudier, à se former,
à aller plus loin. Moi, je faisais mes études. J'étais réceptionniste, je gagnais un SMIC. J'allais à la fac. Je faisais des gâteaux pour les vendre devant la fac. Lui travaillait. On avançait ensemble. Notre relation marchait très bien. On était très heureux. Enfin, moi, j'étais très heureuse. On partageait tout. On était toujours ensemble. Tellement proches que les gens pensaient qu'on était frères et sœurs. C'était une relation très saine. On avait décidé d'attendre le mariage pour coucher ensemble. Je ne voulais rien faire avant d'être prête. Je voulais que ce soit parce que je le voulais, pas juste parce qu'il le voulait. Julien était d'accord. Il n'était pas prêt non plus. On était serein avec ça. Après 3 ans, il m'a demandé en fiançailles. Une fois, il m'a dit quelque chose de bizarre. Que je n'ai jamais oublié. Il a dit que nos fiançailles étaient la pire chose qui lui soit arrivée. Je n'ai jamais compris pourquoi. Quand on s'est fiancés, il est venu chez moi pour qu'on officialise. Mais je pensais qu'on allait sortir. On n'est pas sorti. Sa famille n'est pas venue. Ni sa mère, ni sa sœur. Il n'y avait que ma mère et mes frères et sœurs. J'ai trouvé ça bizarre. Très bizarre. Après, il m'a dit qu'il n'aimait même pas se souvenir de ce jour. Que c'était horrible pour lui. Je n'ai jamais su pourquoi. Je n'ai jamais demandé. Mais il a toujours montré des traits d'une personnalité difficile. Comment dire? Une personnalité forte, peut-être. Julien avait une personnalité forte. Des côtés un peu rudes. Pas facile à vivre, parfois. Mais pour moi, tant qu'il me traitait bien, tout allait bien. Alors on s'est fiancés. J'ai beaucoup réfléchi. Est-ce que je voulais vraiment me marier avec lui? Je me suis dit, je veux d'abord finir mes études, acheter une voiture, avoir mes propres affaires, une maison. Après, on verra pour le mariage. Mais quand on était fiancés, on a décidé d'acheter un appartement. C'était en 2017. Je venais de finir mes études. Comme j'avais déjà un prêt à la banque, l'appartement ne pouvait pas être à mon nom. Il devait être au nom d'une seule personne. J'ai dit à Julien, pas de problème, on le met à ton nom. On va rester ensemble pour toujours, de toute façon. On a acheté l'appartement ensemble. On a fait un accord avec la dame qui nous le vendait, elle travaillait dans cette agence immobilière. On a acheté sur plan parce que c'était moins cher. On a convenu que l'appartement serait à nous deux, mais au nom d'un seul. Et on a commencé à payer les mensualités. C'était surréaliste. Le jour où on est allé acheter l'appartement, ils nous ont demandé un acompte de 100 €. Juste pour réserver. J'ai sorti les 100 €. Et après, je me suis demandé, est-ce qu'on a bien fait? Mais tout se passait tellement bien. Tout ce qu'on voulait, on l'obtenait. Je me souviens avoir prié. Mon Dieu, je ne veux pas vivre en location, je ne veux pas construire chez ma mère ou chez sa mère. On est sorti pour visiter des biens. Et on est reparti avec un appartement acheté. Tout fonctionnait. J'avais un salaire très bas. Je devais encore aider ma mère financièrement, parce que je m'occupais de ma famille. J'étais le pilier. Mais mon salaire suffisait pour payer les mensualités de l'appartement, les travaux, et aider à la maison. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'avais 23 ans. Et j'avais déjà un appartement. Les choses marchaient tellement bien pour nous. Je ne sais pas si c'est parce que je priais beaucoup. Je faisais confiance à Dieu dans tout ce processus. On a acheté l'appartement. La livraison était prévue pour 2020. L'année de quoi? De la pandémie. Mon mariage était prévu en mars. Puis reporté en mai. Puis en juillet. Puis en décembre. Et finalement, je ne me suis pas mariée du tout. On avait déjà tout payé. Les photographes, ma robe. Il ne manquait que son costume. J'étais sur le point d'envoyer les faire-part à l'imprimeur quand, pandémie. Je me suis dit, bon, j'attends de voir ce qui se passe. On ne s'est pas marié à l'église comme je l'avais toujours voulu. Au départ, je ne voulais pas me marier. Je voulais faire un échange à l'étranger, partir en mission, voyager. Mais j'ai vu que Julien était quelqu'un de bien. Quelqu'un qui pourrait prendre soin de moi. Avec qui je pourrais être heureuse. Alors je me suis dit, peut-être que l'idée du mariage n'est pas si mauvaise. Ce n'est pas que je ne voulais pas me marier. C'était la peur. La peur d'être déçue. Trompée. Trahie. Comme ma mère. Ma grand-mère. Mes tantes. Mes oncles. Un historique traumatisant. Mais Julien, c'était ma forteresse. C'était la personne qui ne me trahirait jamais. Qui ne m'abandonnerait pas. Je connaissais sa famille. Ses amis. Il habitait 2 rues au-dessus de chez moi. Il était connu de tout le monde. Comment est-ce que ça aurait pu mal tourner? J'ai dit, non, je veux me marier. Je vais me marier avec lui. Ça va très bien marcher. C'est un homme bien, un homme de foi. Ça va marcher. On est allé à la mairie. On a tout fait correctement. Mais avec la pandémie, on n'a pas pu se marier à l'église. Je voulais tellement un mariage avec des arches de fleurs. Une couronne de fleurs dans les cheveux. J'adore les fleurs. C'est drôle. Je n'ai jamais reçu de fleurs. Jamais. Je voulais que tout soit fleuri,
joyeux, magnifique. Parce que j'allais réaliser mon rêve, être heureuse avec quelqu'un qui serait bon pour moi. Le père de mes enfants. Je voulais 2 enfants. Un garçon et une fille. Nathan et Aurore. Mais les choses changent. On s'est mariés à la mairie. On a fait les choses bien. Mais on n'est pas allé vivre dans l'appartement tout de suite. La livraison avait du retard à cause de la pandémie. Je suis restée mariée 6 mois en vivant séparément. Lui chez sa mère, moi chez ma tante. Quand l'appartement a été livré, on n'avait pas d'argent pour le meubler. La construction nous l'avait livré brut. J'ai été licenciée de mon travail. Mais j'ai reçu une bonne indemnité. Ça nous a permis de refaire l'appartement. On a installé du carrelage, du plafond suspendu. L'appartement était beau. Mais il n'y avait pas de meubles. Puis Julien a été licencié de son entreprise, c'était juste un changement administratif, ils l'ont réembauché le lendemain dans une nouvelle structure. Mais il a touché une indemnité. Il a dit, maintenant, on peut acheter des meubles. J'ai pleuré. J'ai remercié Dieu. On était tellement reconnaissants. L'appartement a pris forme. Comme on ne s'était pas marié religieusement, les prestataires nous ont remboursés. Et avec cet argent, des meubles sur mesure. L'appartement était magnifique. Je me disais, la main de Dieu est incroyable dans notre vie. Chaque jour, j'étais certaine d'avoir pris la bonne décision. D'être avec la bonne personne. L'appartement était prêt. J'avais une belle maison. Tellement mieux que ce que j'avais connu. Quand j'habitais chez maman, la maison était très simple. Je n'ai pas honte de le dire. Elle était vraiment très simple. Quand il pleuvait, l'eau entrait dans la maison. Je pense que ça entre encore aujourd'hui, si maman n'a pas fait réparer. Ma chambre était inondée. Je me réveillais en pleine nuit pour éponger. Il fallait tout mettre en hauteur. Il y avait beaucoup d'infiltrations, de moisissures. Le jour de la première pluie dans l'appartement, j'ai regardé le plafond et j'ai dit « Incroyable. Il ne pleut pas ici. » Même si l'appartement avait été juste au crépi, j'aurais été reconnaissante. J'ai toujours été reconnaissante pour les petites choses. On s'est mariés en février 2020. Le 11 février 2021, on a emménagé dans l'appartement. J'ai dit à Julien, on a un frigo, une gazinière. Yednaga. Il a répondu, mais il n'y a pas de rideau, pas de. Je m'en fiche. J'habite chez ma tante, je veux aller dans ma maison. Alors je viens dormir avec toi pour que tu ne sois pas seule. Le matelas n'était pas encore arrivé. Ma grand-mère nous a prêté 2 matelas une place. On les a mis côte à côte dans le salon, parce que c'était le seul endroit sombre. La chambre n'avait pas de rideau. Il est venu dormir avec moi un vendredi. Il n'est jamais reparti. J'étais tellement heureuse dans cet appartement. Tellement reconnaissante. J'adorais être son épouse. Je me disais, je vais tout faire pour que ça marche. Je vais faire en sorte que tout aille bien. Je voulais tellement que ça marche. Dans ma tête, ça allait marcher pour toujours. Si ça n'avait tenu qu'à moi, j'aurais vécu le reste de ma vie comme ça. Heroes. Je voulais une famille. Je voulais être mère. Je voulais acheter une maison, plus tard. Je voulais que l'appartement revienne à mes enfants un jour. Je voulais un chien dans le jardin. Aller chercher les enfants à l'école. Passer les Noëls en famille, tous réunis autour de la table. Je voulais le minimum, vous savez. Peut-être que je voulais juste être aimée. Pour moi, ce mariage était merveilleux. Dans l'entreprise où il travaillait, Julien a obtenu un poste de superviseur. Il y est resté longtemps. Il faisait du bon travail, selon ce qu'il me racontait. Mais il me disait qu'il commençait à subir des sabotages en interne. Je l'ai toujours encouragé à se former, à monter en compétences. Je voulais qu'il réussisse. Je voulais réussir, mais je voulais qu'on réussisse ensemble. Puis il y a eu un moment, même quand il travaillait dans cette entreprise, il était quelqu'un de normal. Une bonne personne. Bien sûr, il avait ses défauts. Comme critiquer mon corps, dire des choses qui me blessaient, me rabaisser. Il avait ces traits-là. Mais dans ma tête, c'était acceptable. Je me disais, il dit ça parce qu'il est énervé à cause du travail. Il dit ça sans réfléchir. Il avait toujours des arguments pour se justifier. Du coup, je ne me suis jamais considérée comme une femme très belle ou très intéressante. Mais je l'aimais. Il disait ces choses-là en blaguant, et je pensais que c'était normal. Puis il a été licencié de cette entreprise. Il a cherché un autre poste, dans la même fonction. Son ancien chef lui a proposé un poste dans une autre ville. Il allait arriver comme superviseur, mais il y avait une possibilité de devenir grand responsable. Il construisait quelque chose d'important là-bas. Les yeux de Julien ont brillé. Les miens aussi. Je lui ai dit, c'est ton moment de montrer ce que tu sais faire. Tu as les compétences. Maintenant, tu dois juste le prouver. Il est parti dans cette autre ville. Il a fait des entretiens, des formations. Le processus a été long. Il m'a dit que c'était une entreprise très sérieuse, qu'il cherchait quelqu'un de sérieux pour ce poste très spécifique. Je lui ai dit, c'est une excellente opportunité pour toi.
Il a obtenu le poste. Mi 2023. J'étais tellement heureuse. J'ai lancé des feux d'artifice. Je crois que j'étais même plus heureuse que lui. À cette époque, on était ensemble depuis 4 ans. Mariés depuis 4 ans. Vers mes 27 à 28 ans, il a commencé à parler d'avoir des enfants. Mais moi, je ne me sentais pas prête. Je n'avais pas encore le poste que je voulais. Je ne travaillais pas là où je voulais travailler. Je voulais un meilleur salaire. Être mieux psychologiquement avant d'accueillir un enfant. J'ai eu des petits frères et sœurs. Je les ai élevés. Je sais à quel point c'est difficile de s'occuper d'un enfant. J'ai dit, non, c'est trop tôt. Voyageons, vivons un peu. Je veux aller à l'étranger, étudier, faire d'autres choses avant d'avoir un enfant. Cette idée est sortie de son cœur. Et il a changé d'objectif. Il a dit, alors maintenant, je veux devenir responsable. Pour moi, c'était parfait. Si tu as un meilleur poste, on aura plus de moyens pour avoir un enfant. Parce qu'un enfant, ce n'est pas que de l'amour. C'est aussi financier. À l'époque, je n'étais pas prête. Quand il est parti dans cette nouvelle entreprise et qu'on lui a dit qu'il pourrait devenir grand responsable, j'ai trouvé ça incroyable. Je repensais au garçon de 17 ans que j'avais rencontré. Qui avait un vélo. Et maintenant, il allait devenir responsable. Il est parti dans cette entreprise. Il a été embauché comme superviseur au départ. Je ne suis jamais allé là-bas. Mais d'après ce qu'il me disait, c'était un endroit très chic, une entreprise prestigieuse, avec des gens très bien. Il a commencé à se modeler sur les gens de là-bas. J'ai une Corsa de 1997. J'adore cette voiture. Bien sûr, j'aimerais avoir une voiture plus récente. Mais tant qu'elle roule, je continuerai à la conduire. Je n'ai aucun problème à conduire une vieille voiture. Mais ma Corsa n'était plus assez bien pour lui. Il avait un téléphone normal, qu'il utilisait juste pour répondre sur WhatsApp et prendre quelques photos. Ce téléphone ne lui suffisait plus. Il lui fallait le dernier iPhone. Quelqu'un au travail avait une montre à 2000 €. Il est allé s'acheter une montre à 1500 €. Et il ne me prévenait plus. Il ne me disait plus ce qu'il faisait. Avant, il me racontait tout. Chaque détail de son travail. Tous les incidents. Je connaissais toutes les personnes de son ancien travail. J'étais allé à des baby showers avec ses collègues. À des barbecues. À des balades en moto. Je connaissais ses collègues sans les avoir rencontrés, parce qu'ils me parlaient beaucoup d'eux. Mais dans cette nouvelle entreprise, je ne connaissais personne. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Je ne savais pas à quelle heure il arrivait, à quelle heure il partait, avec qui il était, où il allait. Je ne savais rien. Quand il est arrivé, il a commencé à beaucoup traîner avec les gens des ressources humaines. Cette équipe RH faisait beaucoup d'entretiens dans différentes antennes de l'entreprise. Et quand Julien est arrivé, avant même de prendre son poste, il a commencé à les accompagner. Il me disait, aujourd'hui, j'ai emmené les filles des RH faire des entretiens dans telle ville. Il prenait ces femmes dans la voiture de l'entreprise et les conduisait partout. Comme un chauffeur. Comme je ne l'ai jamais jalousé et que je lui faisais confiance, ça ne me dérangeait pas qu'il passe du temps avec ces femmes. Mais j'ai commencé à trouver ça bizarre quand, en fin d'année, elles ont décidé de venir dans notre quartier pour fêter le réveillon d'entreprise dans le restaurant de burgers qu'on avait l'habitude de fréquenter. Ça, je l'ai trouvé étrange. En décembre 2023, ces personnes sont venues à Lyon, dans notre quartier, pour fêter la fin d'année. Dans ce resto. Et il ne me l'a dit qu'en rentrant à la maison. J'ai même pensé qu'il mentait. Je me suis dit, quoi? Ces gens ont fait 70 km pour venir fêter ici? Ils n'avaient pas de restaurant dans leur ville. J'ai vu que les choses ne tournaient pas rond. Mais vous savez quand on se dit, je ne veux pas déranger, je ne veux pas m'immiscer dans son travail, dans sa vie. Peut-être que je vais le gêner. J'ai commencé à m'effacer. Je ne me sentais plus assez bien pour être à ses côtés. Parce qu'il me disait toujours, je suis trop occupé. Je travaille trop. Je suis crevé. Du coup, je ne lui parlais même plus de mon travail. Je ne lui racontais plus mes journées. Parce qu'il rentrait toujours fatigué. Il était toujours sur son téléphone à répondre à des gens. Il travaillait tout le temps. Même à la maison. Les gens l'appelaient sans arrêt. Alors je l'ai laissé libre de poursuivre ce qu'il voulait. En fait, on ne veut pas croire à ces choses-là. Même si quelqu'un venait me le dire, je n'y aurais peut-être pas cru. Parce qu'on fait tellement confiance. On se donne tellement. Je me suis vraiment donné à cette relation. Quand cette soirée a eu lieu, je suis allé sur son Instagram. J'ai cherché dans ses abonnements. J'ai vu cette fille. Elle était vraiment là, dans notre quartier. Je suis allé voir ses stories. Elle était bien dans ce resto de burgers. Ce soir-là, il est rentré très agité. J'ai demandé, qu'est-ce qui se passe? Ah non, j'étais au resto avec l'équipe, je ne voulais pas rester alors je suis rentré. Décembre, c'est mon anniversaire. J'ai dit. Je pensais que tu étais allé acheter mon cadeau d'anniversaire. Parce que le week-end prochain, on fête mon anniversaire. Non, j'étais au resto avec l'équipe. Il voulait venir, c'est tout.
Il m'a envoyé une photo floue montrant l'équipe. Elle était là. Et je crois que son chef était là aussi. C'est là que je me suis dit, c'est bizarre qu'ils viennent jusqu'à Lyon pour une fête d'équipe. Mais bon, fête d'équipe. Je me suis demandé, mais il fait partie de l'équipe X. Pourquoi l'équipe Y est là? Et pourquoi ces femmes? Mais je n'ai pas insisté. J'allais fêter mon anniversaire, j'étais occupée. Ça m'est sorti de la tête. La fin d'année est arrivée. On est parti en vacances à la plage. Tout allait bien. Puis son comportement a commencé à changer. Il passait son temps sur son téléphone. Il a mis un film de confidentialité sur son écran. J'ai demandé, pourquoi tu mets ça? Ah, parce que je discute de choses confidentielles sur mon téléphone. Et au travail, les gars regardent. C'est souvent des trucs privés, même avec mon chef, il a cité le nom de son chef. Parfois c'est même des licenciements. Et comme je n'ai pas toujours mon téléphone pro sur moi, je préfère que personne ne voie. J'ai cru que c'était pour des conversations professionnelles. J'ai commencé à trouver sa relation avec son téléphone étrange. Quand il conduisait, il mettait toujours le téléphone sous sa jambe. Il dormait avec son téléphone sous l'oreiller. Avant, son téléphone traînait partout dans la maison. Ses uniformes, il a commencé à les repasser tous. Tous les jours. Des vêtements super serrés pour montrer ses bras. Il s'épilait tous les jours. Il voulait un parfum à 700 € pour aller au travail. Parce qu'un tel portait un parfum à 700 €. Il se comparait sans arrêt à son chef. Je me demandais, pourquoi Julien se moule autant sur ce type? Ce type était célibataire. Il sortait avec qui il voulait. Julien commençait à trouver ce genre de comportement intéressant. Il me racontait ce que ce type faisait. On en riait. Tout allait bien. Puis il m'a dit, « Camille, je ne vais plus faire de sport dans notre quartier. Comme je viens de là-bas tous les jours, que je rentre ici, que je me change et que je vais à la salle avec toi, c'est trop. Je vais m'inscrire à une salle là-bas. Comme ça, je sors du boulot, je fais ma séance, et je rentre. » J'ai dit, « Ok, c'est plus simple. Moi, je vais à la salle ici, on se voit après. » Il a commencé à faire du sport là-bas. J'ai commencé à me sentir bizarre dans cette maison. Mon cœur me disait, il y a quelque chose qui ne va pas ici. J'ai commencé à penser que je devenais folle. Je suis allée voir ses abonnements sur Instagram. Il suivait environ 700 personnes. Je me suis dit, qui sont toutes ces personnes? J'ai fait défiler. Et je suis tombée sur elle. Quand mes yeux se sont posés sur elle, mon cœur a vibré. Je me suis dit, c'est elle. Son Instagram était public. Elle avait plein de photos d'elle. Des photos sensuelles. Montrant son corps. Je me suis dit, cette fille va me causer des problèmes. J'ai demandé à Julien, j'ai vu ton Instagram. C'est qui, Manon? Je l'avais déjà vue en décembre, dans notre quartier, à cette fête. Ah, Manon, du service machin. Super sympa. Elle bosse dans tel service. Le service où il faisait ses tours en voiture. J'ai dit, Julien, cette fille va me causer des problèmes. T'es folle. Cette fille est super sympa. Tu devrais la rencontrer. Dans la même semaine, ils ont arrêté de se suivre. Et elle a verrouillé son compte Instagram. Je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Je sentais au fond de mon cœur, il me trompe. Il me trompait. Mais en même temps, je n'arrivais pas à y croire. Parce que je me disais que c'était fou. Une relation aussi belle que la nôtre, pourquoi est-ce que ça tournerait comme ça? Tout allait bien. Mais il a commencé à faire des critiques. Une fois, il m'a dit que j'étais comme un frigo. Ça m'a énormément blessée. Parce que ce n'était pas vrai. Il disait, si je ne viens pas te chercher, tu ne viens jamais vers moi. Ce n'était pas vrai. On avait toujours eu une relation affectueuse, complice. Mais il a commencé à changer. J'ai découvert plus tard que j'avais une dépendance affective. Ce qui a encore empiré la situation. On a eu une grosse dispute par WhatsApp. Je voulais vraiment être mère. Lui ne voulait plus être père. Il m'avait dit qu'il voulait devenir responsable dans son entreprise. Je lui ai dit, j'aimerais bien être maman. Je pense à retirer mon stérilet. Je pense que ce serait bien. Il s'est énervé. Il m'a insulté. Je ne veux pas être père. Je te l'ai déjà dit. D'où tu sors ça? Je ne vais pas être père. Mais Julien, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? Je t'ai déjà dit que je voulais devenir responsable. Si tu deviens mère, tu te débrouilles avec cet enfant. Je ne veux pas être père. Tu le sais très bien. Si tu retires ton stérilet et que tu tombes enceinte, tu géreras cet enfant toute seule. Je ne l'élèverai pas. J'ai dit, mon Dieu, Julien. Tu me détestes. Jamais je n'aurai d'enfant avec quelqu'un qui ne veut pas être père. Mon père m'a abandonné. Je ne vais pas faire vivre ça à mon enfant. Il s'est rendu compte de ce qu'il avait dit. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que tu ne comprends pas. Je suis dans un autre moment. Je veux devenir responsable. Ok. Pas de problème.
J'ai mis fin à la conversation. J'étais triste. Mais je ne lui ai pas dit. Il est rentré à la maison. Il m'a charmé. Comme d'habitude. Et j'ai pardonné. En juin, papa a commencé à aller très mal. Papa avait toujours eu des problèmes de santé. On ne savait pas ce qu'il avait. Je le suivais de près. J'allais le voir. J'avais pardonné tout ce qui s'était passé dans le passé. On avait une très bonne relation. Je suis allée le voir. Il avait les jambes très enflées. Des plaies sur tout le corps. Ils ont fait des examens. Ils ont découvert qu'il avait un cancer. Une leucémie. Il est mort sans savoir qu'il avait un cancer. Il a commencé à décliner très vite. Les médecins ont dit qu'ils allaient commencer un traitement. Mais quand on s'en est rendu compte, il était trop tard. Je ne savais pas que son état était si grave. Je ne voulais pas accepter la mort de papa. Un mercredi, je suis allée le voir à l'hôpital. Je lui ai dit, « Papa, je reviens te voir ce week-end. » Le jeudi, il a été admis en soins intensifs. Le vendredi, il a été intubé. Le samedi, il ne répondait plus. Le dimanche matin, j'ai fait mes adieux. J'étais tellement triste, parce que papa était heureux que je sois mariée. Il était content que j'aie quelqu'un de bien à mes côtés. Parce que lui n'avait pas été quelqu'un de bien pour maman. Le dimanche, je lui ai dit, « Papa, tu peux partir en paix. Tout va bien. Tu sais que je suis mariée avec Julien, et on va très bien. » Le jour même, il est parti. Après la mort de papa, j'étais très mal à la maison. Triste, en pleurs, sonné. Et Julien était bizarre. J'ai dû mettre de côté le deuil de mon père pour essayer de comprendre ce qui se passait avec lui. En août 2024, une amie organisait une fête. Julien m'a déposé là-bas. C'était dans une ferme. Il m'a déposé à 14h30. À 14h35, il a appelé son amante. Parce que l'endroit où il m'avait déposé était à mi-chemin de chez elle. Il l'a appelée. Et il est allé la retrouver. J'étais très mal à cette fête. Une femme est venue me voir. Elle a dit qu'elle était médium. Que mon père avait un message pour moi. J'étais déjà en proie à l'anxiété. Et cette femme qui débarque, votre père a un message. Y est pas ça mal. J'ai dit, attendez, je vais aux toilettes. Je suis allée aux toilettes. J'ai appelé Julien. Il n'a pas répondu. J'ai rappelé. Pas de réponse. J'ai envoyé un message à sa mère. Julien est chez vous. Elle m'a répondu. Non, j'ai vu Julien très tôt ce matin. Mais depuis, il n'est pas là. Je me suis demandé, qu'est-ce qui se passe? Julien se coupe toujours les cheveux le samedi. Religieusement. À 17h. Ce jour-là, il s'est coupé les cheveux à 8h du matin. Parce qu'il devait me déposer à la fête, soi-disant. Mais la fête était à 13h. Il aurait pu me déposer et aller se couper les cheveux à 17h comme d'habitude. Mais ce jour-là, il s'est coupé les cheveux tôt. Pourquoi? Parce qu'il allait voir quelqu'un. J'ai essayé de l'appeler en visio. Il refusait tous les appels. Vers 19h, il m'a répondu, « Qu'est-ce que tu veux? Tu envoies des messages jusqu'à ma mère. Tu te méfies de moi. C'est quoi le problème? Julien, il s'est passé quelque chose ici. J'ai besoin de te parler. » De quoi? Il faut que je te parle. C'était bizarre. Il m'a dit qu'il était aux toilettes. Ma tante ne répondait pas, elle était à l'hôpital. Maman ne répondait pas, elle était occupée. Et lui, c'était mon mari. Qu'est-ce que tu veux? Envoie-moi un message. Non, je dois te parler. Pourquoi tu veux m'appeler? Julien, réponds-moi. Non, je ne vais pas répondre. On dirait que tu te méfies de moi. Je suis aux toilettes. Mais tu m'as toujours répondu depuis les toilettes. Quel est le problème? Je vais chez ma mère. Je te rappelle plus tard. Je pense qu'il a mis son téléphone en mode avion. Il a disparu. Il est réapparu vers 20h30, 21h. Il a dit, voilà, je suis chez ma mère. Quand tu veux que je vienne te chercher, je viens. J'ai dit, viens me chercher. Il est arrivé vers 22h. Je suis montée dans la voiture et je suis restée silencieuse. Il était extrêmement énervé. Il m'a crié dessus dans la voiture. Qu'est-ce que tu voulais me dire? J'ai eu une crise d'angoisse. Une femme à la fête a dit qu'elle était médium, je ne sais pas ce qu'elle était. Elle a envahi mon espace en disant que papa avait un message pour moi. J'étais mal, j'ai pleuré au milieu de la fête de mon ami. Je ne pouvais pas en parler à elle, sinon j'allais gâcher son anniversaire. Je suis allée aux toilettes. Je voulais juste te raconter ce qui se passait. Il a baissé la garde. Il s'est calmé. Il m'a demandé pardon. Mais à ce moment-là, je me suis dit, je sais qu'il se passe quelque chose. On est rentré. J'ai pris ma douche. On s'est couché. Cette nuit-là, je me suis réveillée vers 4h ou 5h du matin. Et dans mon cœur, je sentais, prends son téléphone. Prends son téléphone. Je me suis dit, non, je ne vais pas prendre son téléphone.
À l'époque où j'avais vu l'Instagram de Manon, j'avais eu l'idée de connecter son WhatsApp sur mon ordinateur pour voir ce qui se passait. Je l'avais fait un soir à 22 heures. Le lendemain, à midi, il a découvert que WhatsApp était connecté. J'ai pensé, comment il a découvert ça? Personne ne vérifie ce genre de choses. Il a explosé. Il m'a insulté. Il m'a dit que je ne lui faisais pas confiance. Il m'a détruite. Je lui ai dit, je ne toucherai plus jamais à ton téléphone. Je te le promets. Cette même semaine, il m'a emmené à Annecy, ma ville préférée. On a passé la journée là-bas. C'était magnifique. On a été ensemble. On a mangé dans un festival gastronomique. Il m'a parlé de ses perspectives professionnelles, je lui ai parlé des miennes. On a eu une conversation d'adultes. On est rentré. J'étais bien. Je me suis dit, bon, c'était dans ma tête. Cette histoire de WhatsApp, c'était rien. On est rentré d'Annecy, rafraîchi. Enfin, moi. Et encore une fois, je me suis effacée. J'ai étouffé mes sentiments. Mon intuition. Les choses étaient là, sous mes yeux. Et je me disais, c'est dans ma tête. Il a raison. Je suis idiote d'avoir envahi sa vie privée. Cette nuit-là, je me suis levée. J'ai pris son téléphone. J'ai regardé sa localisation. Son WhatsApp. Ses appels. Rien. 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 J'ai reposé le téléphone. Je me suis recouchée. Mais la voix dans mon cœur, retournie. Je me suis dit, il n'y a rien sur ce téléphone. Je suis retournée. J'ai fouillé encore. Ses photos. Tout. Rien. Je suis allée à la cuisine boire de l'eau. J'étais tremblante. J'avais tellement peur qu'il se réveille. D'habitude, si je bougeais dans le lit, il se réveillait. Mais ce jour-là, il ne s'est pas réveillé. Je suis allée au salon. J'ai fait les 100 pas. D'un côté à l'autre. Et cette voix me disait, va prendre le téléphone. J'ai été un peu rude avec Dieu ce jour-là. Je l'admets. Je me souviens avoir levé les yeux au plafond et dit, si c'est toi qui me parles, alors montre-moi ce qui se passe. Parce que je n'en sais rien. Je vais fouiller dans le téléphone de ce type, mais c'est quoi? C'est toi? Qu'est-ce qui se passe? Au fond de mon cœur, une voix douce m'a dit, va voir les appels WhatsApp. Je suis retournée dans la chambre. J'ai pris le téléphone. J'ai ouvert les appels WhatsApp. Des dizaines d'appels WhatsApp. Pour elle. J'ai commencé à recouper les dates. Le jour où on était en voyage chez sa mère, appel. Le jour où il m'avait déposé à la fête de mon ami, appel. Le jour où il m'avait dit qu'il rentrerait tard parce qu'il jouait au foot avec les copains, appel. Je vérifiais les conversations WhatsApp. Le calendrier. Tout. Et le jour où on était en voyage dans la ville de sa mère, il l'avait appelé vers minuit et demi, si je me souviens bien. Il était dans la salle de bain. Et ce jour-là, pendant cette fête où on était avec sa famille, on avait rencontré un couple qui était ensemble depuis 50 ans. Julien s'était tourné vers moi et m'avait dit « Tu es prête à vivre 50 ans avec moi ?» Une demi-heure avant, il l'avait appelé depuis les toilettes. J'ai recoupé tous les appels. Je lui ai demandé « C'est quoi, ça ?» Il s'est réveillé, surpris. « Non, c'est la fille des RH. C'est parce que je règle des dossiers pour elle. Elle fait des embauches et j'ai dû l'appeler. » Tu l'appelles même le week-end. Tu l'as appelé quand tu m'as déposé à l'anniversaire de mon ami. C'est parce que je réglais un dossier d'arrêt maladie pour quelqu'un. Et tu devais l'appeler en visio? C'est parce qu'elle ne répondait pas. Alors où sont les conversations? Je ne les ai pas trouvées. Je les ai supprimées. Parce que je pensais que tu allais mal le prendre. C'était des conversations de travail. Julien, pourquoi tu as supprimé des conversations de travail? C'est parce que je pensais que tu allais t'inquiéter. Il m'a calmé. Encore et encore. Chaque fois que je vis un choc très violent, je dors. Quand j'ai appris que papa était mort, j'étais chez moi. J'ai tellement pleuré que mon corps s'est éteint et j'ai dormi. Ce jour-là, j'étais tellement nerveuse que j'ai éteint. J'ai dormi. Je me suis réveillée vers 10 heures. Il me faisait mon café au lait et mon pain grillé. Comme tous les dimanches matins. Il m'a donné mon café. On s'est allongé sur le canapé. Je repensais à ce qui se passait. Ce jour-là, sans faire exprès, j'ai rappelé son numéro. En essayant de comprendre les appels. Elle a rappelé. Elle a demandé ce qui se passait. Il lui a dit que j'avais vu les conversations. Qu'il ne pouvait plus parler par téléphone personnel. Que c'était bizarre. J'ai dit, alors, où sont les conversations? Je les ai supprimées. Il ne m'a jamais montré les conversations. J'ai dit, ok. Admettons que ce soit des conversations professionnelles. Mais tu as un téléphone pro. Pourquoi tu ne lui parles pas sur ton téléphone pro? Cet homme est resté impassible. Je ne l'avais pas sur moi. Je ne te crois pas. Des conversations professionnelles sans historique. En plus tu l'appelles en visio. Vous vous disiez quoi? Ok, je vais te dire. On se parlait en privé. Quoi?
C'est parce que ton père est mort, tu allais mal. Et je traverse des difficultés au travail. Mon chef m'a dit de voir la psychologue du travail. Je l'ai vue, mais je n'ai pas réussi à parler. Alors cette fille, qui est médiatrice dans l'entreprise, elle écoute les gens quand ils ont besoin, elle n'est pas psychologue mais elle est médiatrice. Sa chef, qui est la psychologue, m'a donné son numéro. J'ai commencé à parler avec elle. C'est devenu des conversations privées. Quel genre de conversation privée? Rien de grave. Juste genre, quelle couleur tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes manger? Julien, même ma sœur de 15 ans ne tient pas ce genre de conversation au téléphone. C'est quoi ce délire? C'est parce que j'aimais bien parler avec elle. Je la trouve très sympa. Comme tu allais très mal avec ton père, je ne voulais pas t'embêter. Julian. Moi, dans cette maison, ta femme, et toi tu parles à une autre. C'est parce que je ne voulais pas te causer de problème. J'étais extrêmement bouleversée. Je suis partie de la maison en voiture. Je l'ai laissé là. J'ai disparu. Je me demandais, est-ce qu'il m'a trompé? Qu'est-ce qui se passe? Je ne savais pas. Je suis rentrée. Il est venu me parler. Il a dit qu'il ne m'avait jamais trompé avec elle. Que c'était juste des conversations. Qu'il n'allait plus lui parler. Que c'était terminé. Il a dit qu'il avait trouvé qu'elle était quelqu'un de sympa. Qu'il savait que c'était mal. Mais qu'il ne voulait pas me blesser. On a fait un pacte. Il n'allait plus parler à cette fille. Plus la chercher. Et moi, je n'allais plus chercher à savoir. On allait continuer notre vie. C'est à partir de là que j'ai commencé à aller très mal dans cette maison. J'avais déjà eu plusieurs infections. Plusieurs. Je voyais beaucoup de gynécologues. Je pensais que c'était à cause du stérilet. En août, quand ce problème est arrivé, le 30 août, 1er septembre, je crois, on a eu cette dispute. On s'est mis d'accord que tout allait bien se passer. À partir de là, il est redevenu un mari formidable. La personne que j'avais rencontrée au début. Une personne merveilleuse. Un homme incroyable. Je me suis dit, Dieu merci, c'était juste un déséquilibre dans notre relation. Il est redevenu la personne qu'il était avant. J'ai commencé à avoir très mal. Des douleurs pelviennes. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Les douleurs ne faisaient qu'augmenter. Elles ne me laissaient aucun répit. Je ne dormais plus. Je me suis dit, je vais voir un médecin. J'ai vu un médecin. J'ai été hospitalisée. Ils n'ont pas trouvé ce que c'était. Ils m'ont donné des médicaments. Je n'allais pas mieux. J'ai consulté ailleurs. Ils ne savaient pas. Ils ont dit, c'est le stérilet. On va le retirer. Je suis allée voir une gynécologue. Elle a dit, d'après vos examens, il n'y a rien. On va le retirer puisqu'il vous pose problème. Il a dû juste bouger un peu. Ça peut être ça, vos douleurs. Quand elle a retiré le stérilet, ça a empiré. Les douleurs étaient tellement fortes que j'avais des malaises. Je m'évanouissais. La médecin est venue me voir. Elle a dit, Madame Camille, venez, on doit parler. J'ai fait vos examens. Le problème, ce n'est pas le stérilet. Vous avez une IST. Quoi? Vous avez une maladie inflammatoire pelvienne. C'est ça qui vous cause ces problèmes. Elle a ajouté, remerciez Dieu. Vous avez failli perdre votre utérus. Vous auriez pu ne plus jamais avoir d'enfants. Vous voulez des enfants? Oui. Laissez-moi vous poser une question. Pardon, mais avec combien de partenaires êtes-vous? Silence. Les yeux pleins de larmes. Madame, je suis mariée. Elle a pris ma main. Je ne mets rien dans votre tête. Mais quand vous rentrez chez vous, parlez à votre mari. Je suis sortie de là en état de choc. J'ai été hospitalisée. J'ai dû faire 15 jours de traitement. Heureusement, on a pu traiter avant que ça monte trop. Quand je l'ai retrouvé, je lui ai demandé, Julien, tu m'as déjà trompé. Il m'a regardé dans les yeux. Je savais que tu allais me demander ça. Je ne t'ai jamais trompé. C'est pour ça que tu es tombé malade comme ça. En gros, il a dit, tu es traumatisé par les appels que tu as vus. C'est pour ça que tu es tombé malade. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Peut-être que je suis tombée malade parce que j'étais très mal. Parce que tout ce qui m'arrive, je suis très intense. Mon corps réagit comme ça. J'y ai cru. Septembre s'est bien passé. Octobre est arrivé. Cette fille est partie en congé. Je me suis dit, Dieu merci, elle est en congé. Parce que je surveillais de près son téléphone pro. Ils ne le savaient pas. Il y a eu un événement à Eurexpo à Lyon. Lié à leur domaine d'activité. Ils ont affrété un bus avec 30, 40 personnes pour aller à cet événement. Julien y est allé. Elle aussi. Il y est resté toute la journée. Il est rentré. Il m'a raconté l'événement. Je n'ai pas parlé d'elle. Parce qu'elle ne faisait plus partie de mes préoccupations. J'avais tourné la page. On s'est couché. En pleine nuit, il y a eu un gros orage. Je me suis levée pour fermer les fenêtres. Son téléphone pro était dans la cuisine,
en charge. Je me suis dit, je vais voir qui était à l'événement. J'ai vu la photo avec toutes les personnes. Et elle, sur la photo. Ah, Manon était à l'événement. J'ai verrouillé le téléphone. J'ai éteint la lumière. Je suis sortie. La même voix douce dans mon cœur. Retourne et ouvre la conversation X. Elle m'a même dit quelle conversation ouvrir. Je ne plaisante pas. C'est très sérieux. La conversation X, il avait parlé à 10h48 du matin. Je me souviens comme si c'était hier. D'autres conversations sont remontées. Avec des collègues. Je me suis dit, je deviens folle. J'ai quand même ouvert. Et il y avait vraiment une conversation avec cette personne. Quand j'ai ouvert la conversation, il y avait une photo de deux. Il avait pris ou elle avait pris un selfie de deux. Depuis son téléphone pro. Et il l'avait envoyé à cette personne. Cette personne avait répondu, « Manon est belle, mais toi tu es sans comparaison. Beau couple. » Et il avait répondu, « Merci, Madame Dupont. » Bessuze. D'une manière dont il ne m'avait jamais parlé. J'ai pris une photo. Je suis allée sur son iPhone personnel. J'ai ouvert ses photos. Il y avait une photo de deux. Elle, avec son iPhone à la main, prenant un selfie de deux. Lui, souriant. Ensemble. J'ai commencé à crier comme une folle dans cette maison. Je ne m'arrêtais plus de crier. Il essayait de me calmer. De toutes les manières possibles. Je hurlais. Pourquoi la femme de ménage de ton travail dit que vous êtes un beau couple avec cette femme? Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, calme-toi. Il essayait de me calmer. Il a commencé à me justifier. À me dire que dans cette ville, les gens sont très simples. Tout le monde se traite affectueusement. Qu'il était le couple de 10 personnes dans l'entreprise. Que tout le monde le traitait comme ça parce que les gens sont sympas. Qu'il prenait ça comme une blague. J'ai dit, Julien, je travaille dans mon entreprise depuis le même temps que toi dans la tienne. On a commencé quasiment en même temps. Jamais personne ne m'a appelé le couple de qui que ce soit. Parce que je n'ai jamais laissé personne dire ça de moi. Yetris. Ma tension est montée. J'étais très agitée. Je me suis sentie mal. Je me suis allongée. Je me suis évanouie. Je pense que je me suis évanouie parce que je criais trop. Le lendemain, j'étais en télétravail. Il devait aller travailler. Il s'est réveillé en pleurant. Je lui disais que je n'arrivais pas à croire qu'il avait continué à avoir des contacts avec cette fille. Alors que je lui avais demandé de ne plus l'approcher. Il m'a dit que c'était parce qu'elle s'était assise à côté de lui. Le siège était libre. Elle s'est assise. Qu'il ne pouvait pas lui demander de partir. Que c'était elle qui avait demandé à prendre la photo. Il donnait des justifications. Regarde, j'ai envoyé cette photo parce qu'elle me l'a demandé. J'ai pris cette photo parce qu'elle le voulait. Je ne voulais pas être impoli. Tu aurais pu être impoli. Si tu sais être quelque chose, c'est impoli quand tu veux l'être. Il est comme ça. Quand il veut, il peut détruire quelqu'un. Il a ce pouvoir. Il right. Il est parti au travail. Ce jour-là, j'avais déjà son numéro. J'avais le numéro de son chef. Et le numéro de la chef de Manon. Je me suis dit, aujourd'hui, je vais découvrir ce qui se passe. J'ai appelé Manon. Plusieurs fois. Elle n'a pas répondu. Alors je lui ai envoyé un message. Bonjour, Manon. J'essaie de vous joindre. Elle m'a répondu, très sèchement. Qui êtes-vous? De quoi s'agit-il? Que voulez-vous? Je suis la femme de Julien. J'aimerais savoir pourquoi il y a une photo de vous et de mon mari sur son téléphone. Et pourquoi la femme de ménage vous appelle son couple? Elle a dit, calmez-vous. Ce n'est pas ce que vous pensez. Expliquez-moi. Elle a dit, écoutez, je viens de revenir de congé. J'ai beaucoup de choses à régler. On va parler. Elle tournait autour du pot. Elle ne me disait rien. Manon, qu'est-ce qui se passe? Si vous ne me le dites pas, je sors de chez moi maintenant et je viens vous voir. À ce moment-là, je suis sûre qu'elle a appelé Julien pour lui dire, ta femme vient ici. Il est devenu fou. Où es-tu? Pourquoi? Tu ne sais jamais où je suis. Tu ne te préoccupes jamais de ce que je fais. Maintenant tu veux savoir? Tu es en train d'appeler là-bas. Oui. Tu perturbes la vie de Manon. Tu perturbes ma vie. On doit travailler. Laisse-nous tranquilles. Je vais venir te voir là-bas. Quand j'ai pris la voiture pour partir, un camion de maïs s'est renversé sur l'autoroute. Celle qui va là-bas. L'autoroute a été fermée. Il y avait un embouteillage énorme dans le quartier. Je ne pouvais pas partir. Je me suis dit, je ne peux pas y aller. En fait, tant mieux. Parce que j'imagine ce qui se serait passé. Je ne suis pas le genre de personne à débarquer quelque part, à crier, à casser des choses. Je pense que si j'y étais allée, j'aurais été très mal. Parce que j'aurais découvert sur place que les gens me regardaient comme si j'étais folle. Madame, ils sont en couple. Vous êtes qui? Je pense que ça m'a préservé de débarquer là-bas et de faire ce genre de choses. J'ai appelé l'entreprise de Manon.
La secrétaire a répondu. J'ai dit, bonjour, je m'appelle Juliana. Je participe à un processus de recrutement. Je voudrais parler à Manon. La fille m'a passé. Bonjour, Manon. Vous pouvez parler? Oui. Qui êtes-vous? Ne raccrochez pas. J'appelle parce que je veux savoir ce qui se passe. Quelqu'un va devoir me le dire, parce que je ne comprends rien. Écoutez, je sors à 16h15. À ce moment-là, je vous appelle et on parle. À 15h58, elle m'a envoyé un texte immense. Je suis sûre qu'elle l'a écrit avec ChatGPT parce que c'était trop bien rédigé. Dans ce texte, elle disait qu'elle n'avait rien à me dire. Que si je voulais savoir quelque chose, je devais parler à Julien. Qu'elle ne me devait rien. J'étais très en colère. J'ai envoyé un message à Julien, j'ai parlé à Manon. Elle m'a tout raconté. Quand tu rentres, on parle. Elle ne m'avait rien dit. Il m'a répondu, j'ai mal au ventre. J'imagine. Il a mis du temps à rentrer. Il a fait des courses. Il a acheté mon assouplissant préféré. Mon pain préféré. Mon gâteau préféré. Mon jus préféré. Il est passé chez sa mère. Puis il est rentré. Je l'ai attendu. Il a pris sa douche. Il a commandé une pizza. On a mange. J'ai dit, Julien, on peut parler maintenant? On peut revenir sur route, quand j'ai découvert les conversations. On n'a rien à se dire. Tu sais déjà tout ce que tu dois savoir. Non. J'ai vu une photo de vous deux. Elle m'a dit qu'elle n'avait rien à me dire. Je veux savoir ce qui se passe. Je n'ai rien à te dire. Mais elle m'a dit que c'est toi qui dois me dire quelque chose. Mais je n'ai rien à te dire. Mais elle m'a dit. Sur un ton moqueur, il m'a dit, si elle te l'a déjà dit, je n'ai rien à ajouter. Il ne se passe rien. J'ai dit, Julien, tu m'as trompé avec Manon? Il a dit, oui. Je me suis figée. Quand? Juste après la mort de ton père. J'étais en deuil. Et tu étais avec une autre? Non, c'était juste une fois. Je suis allée chez elle après le travail. Je suis partie en moto. Je suis allée chez elle. Sa maison était super sale. Tout était sale, en désordre. Il m'a raconté comment ça s'est passé. Il m'a même dit combien de temps ça a duré. Il a dit, je me suis levée et j'ai dit, je veux partir. Je veux voir Camille. Il a dit qu'il est parti de chez elle et qu'il est rentré. Qu'il m'a trouvée assise sur le canapé, en pyjama, son pyjama préféré. Que je lui ai dit, tu as mis du temps. Je t'attendais pour qu'on regarde un film. Il a dit, je vais juste prendre une douche et on regarde le film. Il a dit qu'il est entré dans la salle de bain. Qu'il a pleuré. Puis qu'il est venu me rejoindre. J'ai dit, mais pourquoi tu m'as trompé avec elle? Pourquoi tu as couché avec elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je ne comprenais pas. J'étais sa femme. Je faisais tout pour que les choses marchent. Je pense que je suis quelqu'un de bien. J'ai toujours été honnête avec lui. Il a fait ça. J'essayais de comprendre. Je me souviens qu'un jour, on s'était disputé pour une raison idiote. Une histoire de poubelle qu'on n'avait pas descendue. Il était très en colère. On ne s'est pas parlé pendant une journée. Le lendemain, j'ai dit, Julien, ce n'est pas bien qu'on ne se parle pas. C'est mal. Je ne veux pas qu'on reste fâché parce que je t'aime et je veux continuer cette relation. Je lui ai demandé, tu m'aimes? Il a dit, oui. J'ai dit, parce que si un jour tu ne m'aimes plus, si je ne suis plus intéressante pour toi, préviens-moi. Je ne veux pas vivre ce que ma mère a vécu. Je ne veux pas découvrir que je suis trompée. Alors si un jour ça ne va plus, dis-le-moi. Il a dit, mais les femmes trompent aussi. Tu penses que je te trompe? Non. Alors si un jour ça ne va plus pour moi, je te le dirai. Je veux que tu fasses pareil. Parce que je ne veux pas la prendre par quelqu'un d'autre. Quand j'étais assise dans le salon et qu'il me racontait qu'il m'avait trompée, j'ai dit, mais pourquoi? Elle n'est même pas si belle que ça. Et ce n'est pas une question de beauté, ça ne justifie rien. Il a dit, non, elle est très belle. Elle a un très beau corps. Elle a de grosses fesses. Quand il a dit ça, je me suis levée. Je me suis brossé les dents. Je pense que j'ai eu une sorte de malaise. Mon corps est devenu bizarre. Je me suis allongée sur le lit. J'ai dormi jusqu'au lendemain. Le lendemain, il devait aller travailler. C'était samedi. Je ne sais même pas s'il est allé travailler. C'était l'anniversaire de ma grand-mère. Elle était tellement heureuse de fêter son anniversaire. Je suis restée catatonique. Je ne parlais plus. Je me suis réveillée sans parler. J'ai marché dans la maison sans parler. Je me suis occupée de mes oiseaux sans parler. Je suis allée à la fête chez ma grand-mère. Je suis restée toute la journée chez ma tante. Je ne parlais pas. Pendant la fête, les gens demandaient « Où est Julien ?» Je ne répondais pas. Je ne parlais pas. La fête s'est terminée. Je suis rentrée. Quand je suis arrivée, il était en train de mettre son sac à dos. Il prenait des vêtements. « Julien, où tu vas ?»
Je vais chez ma mère. Le temps que ça se calme. Je me souviens m'être arrêtée à la porte. S'il te plaît, ne pars pas. Ça ressemblait à papa qui partait. Mon cœur battait tellement fort. Je me disais, je ne peux pas le laisser partir. Maman est restée alitée pendant 10 ans. Je vais rester alitée 10 ans aussi. Ne pars pas. S'il te plaît, ne pars pas. Je pensais que tu n'allais même pas revenir. Je pensais que tu allais rester chez ta tante. Je ne voulais pas que tu me vois partir. Il voulait que j'arrive et que ses affaires ne soient plus là. Comme mon père avait fait. Dans ma tête, c'était le chaos. Comme une avenue bondée. Ça se passait, ça se passait, ça se passait. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Non, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Il a ouvert la porte. Il est descendu les escaliers. Je me suis allongée sur le canapé. Je me suis évanouie. Je criais tellement que je pleurais. J'ai pleuré. Tellement pleurer. Nuit après nuit. Il est parti le 26 octobre. Je m'en souviens comme si c'était hier. Allongé sur le canapé. Pleurant. Sans savoir quoi faire. Seul dans un appartement. J'ai envoyé un message à sa mère. Madame Martin, Julien arrive chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il arrivera, vous parlerez avec lui. Je suis restée ce jour-là dans la maison. Tout le dimanche. Je me sentais mal. Il venait me voir tous les jours. Même s'il vivait chez sa mère. Il venait. On parlait. Il disait qu'on allait prier. Qu'on allait réconcilier notre mariage. Qu'il était juste parti pour me donner de l'espace. Il passait me voir tous les jours. Sortait du travail et passait à la maison. Tous les jours. On parlait. Il dînait. On avait cette relation. Le 29 octobre, il est venu chercher ses vêtements. Ses vêtements neufs. Les baskets neuves. Le t-shirt neuf. Tout neuf. Pourquoi tu prends tes vêtements neufs? Il n'était venu que pour ça. Il y a un fournisseur demain au travail. Je veux être bien présentable. Mais tu travailles dans un entrepôt logistique. Tu n'as pas besoin de baskets. Tu travailles avec des chaussures de sécurité. C'est parce que je veux être présentable? Ces gars viennent de loin. Tu dois être en uniforme. Je veux être présentable. Il a pris les vêtements. Le lendemain, c'était son anniversaire à elle. Où était-il? À sa fête d'anniversaire. Et à cette fête, j'ai reçu un témoignage de quelqu'un qui y était. Ils ont chanté, avec qui Manon va se marier. Et il disait son nom. Le temps a passé. Il continuait à venir me voir. Il m'emmenait sortir. On sortait. On parlait beaucoup. J'allais chez sa mère. Notre relation continuait. Et il disait, on va prier. Ça va aller. C'est juste un moment qu'on traverse. Continuons à chercher Dieu. Et moi, je cherchais Dieu à la maison pour que Dieu réconcilie mon mariage. Parce que malgré la trahison, parce que je pensais que c'était une seule fois, je voulais lui pardonner. Je ne vais pas mentir. Je voulais pardonner. Je voulais récupérer mon mari. Et il venait me voir. Souvent. En décembre, le 5 décembre, j'ai pensé que j'étais enceinte. Mes règles étaient en retard depuis longtemps. Quand j'en ai parlé à Julien, je pense que je suis enceinte. Mes règles sont en retard. Tu es sûr? Je ne sais pas, je n'ai pas encore fait de test. Mais c'est en retard. Je ne te l'avais pas dit. Il m'a insulté. Je t'avais dit d'utiliser des préservatifs. Il m'insultait. Tu ne comprends pas ce que je traverse. Regarde ce que je t'ai fait. Je t'ai trompé. Julien, je t'ai déjà pardonné. Rentre à la maison. Continuons notre vie. Non, non. Et si tu es mère, tu te débrouilleras avec cet enfant parce que je ne veux pas être père. Tu sais très bien ça. Et si tu retires ton stérilet, tu devras te débrouiller. Je n'élèverai pas cet enfant. Julien, tu me détestes. Jamais je n'aurai d'enfant avec quelqu'un qui ne veut pas être père. Mon père m'a déjà abandonné. Je ne vais pas faire vivre ça à mon enfant. Il a vu qu'il avait dit ces choses. Non, ce n'est pas ça. Tu ne comprends pas. Je suis dans un autre moment. Je veux devenir responsable. Ok. Pas de problème. J'ai mis fin à la conversation. J'étais triste, mais je ne lui ai pas dit. Il est rentré. Il m'a charmé. Comme d'habitude. Et j'ai pardonné. En novembre, j'étais très mal. Il y a eu un jour férié. Je suis allée à Annecy toute seule en voiture pour me vider la tête. Parce que je restais enfermée dans ma chambre à pleurer. Il a dit qu'il travaillait ce jour-là. Je suis allée à Annecy. J'y suis restée toute la journée. Le week-end suivant, elle est allée à Annecy. Elle a posté sur ses réseaux, découverte d'Annecy pour la première fois avec ma petite chienne et aux yeux de mon photographe préféré. Elle a pris des photos aux endroits où je prends des photos. Des endroits que je connais. Des entrées gratuites que seuls les habitués connaissent. Si elle visitait Annecy pour la première fois, elle ne connaîtrait pas ces endroits. Qui a pris ces photos?
C'est qui, cette petite chienne? Le chien à elle. C'est qui, le photographe préféré? Il l'a emmené à Annecy. Ma ville préférée. Il l'a emmené dans tous les endroits que j'aime. Il l'a probablement emmené manger le brownie et le chocolat suisse que je lui ai fait découvrir. Ça me fait tellement mal. Parce que c'est ma vie. Mon histoire. Les choses qu'on a vécues. Je pense qu'il n'avait pas le droit d'emmener son amante vivre les choses que j'ai vécues. Faire les choses que j'aime faire. Cette personne, elle est tellement bizarre. Elle se coiffe comme moi. Elle a un tatouage comme le mien. Elle essaie de parler comme moi. Elle s'est inscrite au même cursus que moi. Elle se fait passer pour la même profession que moi. C'est bizarre. J'ai beaucoup de peine pour cette personne. Décembre est arrivé. J'avais une opération à faire. Une réduction mammaire. Il est venu à l'hôpital. Il m'a traité comme sa femme. Il m'a embrassé. Il est resté à mes côtés. Il m'a parlé. Je suis rentrée. Je suis restée chez ma tante. Il est venu. Il m'a accompagnée. Puis son anniversaire est arrivé. Le 26 décembre. Le mien est le 28. Nos anniversaires sont proches. J'ai fait un post pour lui souhaiter son anniversaire sur mes stories. Il ne l'a pas republié. J'ai demandé, Julien, pourquoi? Je ne republie de personne. Je ne me sens pas bien. Je ne suis pas d'humeur à fêter mon anniversaire. Pour mon anniversaire, il n'a rien posté. Mais il m'a envoyé un long message disant qu'il m'aimait. Que j'étais l'amour de sa vie. Joyeux anniversaire. Tu ne vas rien poster pour mon anniversaire. Ah, ça recommence. Je vais supprimer mon Instagram. J'en ai marre de cette pression. Tu sais quoi? C'est fini. On a fini. C'est fini, tout est fini. J'en ai marre de cette pression. Comme ça. Avant nos anniversaires, le 24 décembre, j'ai passé Noël toute seule. Je n'avais personne avec qui passer Noël. J'ai découvert plus tard qu'il n'avait pas passé Noël avec moi parce qu'elle était venue de sa ville à Lyon pour passer Noël chez sa sœur. Je pensais aller chez ma belle-sœur pour Noël. Noël est très important pour moi. C'est la date la plus importante de l'année. J'adore Noël. La famille. Ces choses-là. J'attendais l'invitation. Parce qu'on traversait juste un moment difficile. Il se comportait toujours comme mon mari. Il ne m'a jamais invité. Il m'a envoyé un message de Noël. Noël est horrible sans toi. Parce qu'il était déjà avec elle chez ma belle-sœur. Mon anniversaire est arrivé. Il a dit qu'il ne voulait plus rien avec moi. Alors que j'étais alitée après l'opération. En train de pleurer. Ma tante me donnait des médicaments pour me calmer. Et lui me disait ce genre de choses. Janvier est arrivé. J'ai beaucoup prié Dieu pour qu'il m'ouvre une porte. Une fenêtre. Parce que j'étais très triste. J'avais beaucoup de problèmes. En janvier, je suis restée chez ma tante parce que je récupérais de l'opération. J'avais été opérée le 26 décembre. Je suis restée tout janvier chez ma tante en convalescence. Ma récupération s'est bien passée. Mais je restais beaucoup allongée. J'étais très fragilisée. Je ne mangeais pas bien. Aujourd'hui encore, je ne mange pas bien. Je ne m'alimentais pas. Je pleurais. Je dormais. Je cherchais Dieu pour que Dieu fasse quelque chose. Tout janvier a été comme ça. Son excuse pour ne pas venir me voir, c'était qu'il avait honte face à ma famille. Mais qu'on devait continuer à prier parce que Dieu allait réconcilier notre mariage. En février, je suis rentrée chez moi. Le 2 février, je lui ai envoyé un message. Viens me voir. J'ai envie de te voir. Non, je suis à la salle de sport. J'ai la tête ailleurs. S'il te plaît, viens. J'ai envie de te voir. Aujourd'hui, je ne passe pas. Mais je passerai plus tard. J'ai aussi envie de te voir. Je lui ai dit, j'ai envie de toi. Moi aussi. Mais avec tout ce qui se passe, je ne pense même pas à ce genre de choses. Je ne pense pas au sexe. Ma tête est trop traumatisée. J'essaie de réfléchir. Mais je passerai toujours te voir. Mais je ne pense pas au sexe en ce moment. Je suis trop mal. Je me suis endormie. J'étais triste. Il n'était pas venu me voir. Cette nuit-là, je me suis réveillée vers 4 heures ou 5 heures du matin. J'ai eu une conversation très sincère avec Dieu. Mon Dieu, tu es là. Tu vois toute cette histoire. S'il y a quelque chose de caché, montre-le-moi. Parce que je n'en peux plus. Et même si Dieu me montrait déjà des choses, je l'aimais trop pour accepter qu'il soit avec quelqu'un d'autre. Je ne voulais pas l'accepter. Ses mensonges me réconfortaient. Je pensais qu'il allait vraiment mal. Il avait dit qu'il voyait un psychologue. Qu'il faisait une thérapie. Qu'il essayait de comprendre pourquoi il m'avait trompé. Parce que ce n'était pas dans son caractère. C'était quelqu'un de bien. Alors ces mensonges me convainquaient. Parce que j'avais passé des années avec lui. Mon Dieu, s'il te plaît, si tu m'écoutes, montre-moi ce qui est caché. Parce que je n'en peux plus. Je suis mariée avec lui. Il dit qu'il prie, qu'il cherche Dieu, qu'il voit un psy, qu'il lit l'Évangile selon Matthieu. Mais il ne rentre pas à la maison. Qu'est-ce qui se passe?
Je me suis endormie. D'un sommeil profond. Je me suis réveillée à 8 heures. Je commence le travail à 8 heures. J'ai dit à mes collègues, je vais arriver un peu en retard. Je viens de me réveiller. Pas de problème. Je me prepare. D'habitude, je mets de la musique, je me prépare, je sors. Ce jour-là, j'ai décidé d'ouvrir Instagram. Je n'avais rien cherché. Rien. J'ai juste ouvert Instagram. La page de son entreprise s'est affichée. Avec une vidéo aléatoire. Quelle vidéo bizarre. Pourquoi cette vidéo est là? J'ai fait défiler. Une vidéo d'elle est apparue. Elle était de profil. J'ai dit, cette fille est enceinte. J'ai fermé Instagram. J'ai appelé Julien. Bonjour. Ça va? Avec un surnom affectueux, comme toujours. Bonjour, ça va? Comment tu vas? Je t'appelle parce que j'ai vu sur l'Instagram de ton entreprise. Manon. Elle est enceinte. Silence. Ici, ce n'est pas le meilleur endroit pour parler. Tu vas me répondre. Parce que sinon, je descends dans cette ville pour découvrir ce qui se passe. Elle est enceinte. L'enfant est de toi? Oui. Quand est-ce que tu allais me dire que tu allais être père? Non, attends. Elle est enceinte, mais je ne suis pas avec elle. Je suis juste allée là-bas pour reconnaître l'enfant. J'ai parlé à sa famille. Mais je suis entrée et je suis repartie en courant. Je ne suis même pas restée. Sa maison est trop en désordre. Je n'aime pas y aller. Julien, cet enfant est de toi? Tu es sûr que cet enfant est de toi? Je pense que oui. Je pleurai. Ok. Okowo. J'ai raccroché. Je suis restée là. Les larmes coulaient. Calme-toi. Je dois respirer. J'avais déjà espionné la vie de cette fille. J'avais le numéro de sa sœur, qui a un commerce dans cette ville. J'ai appelé. Bonjour, madame. Vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Camille. J'appelle pour vous dire que votre sœur est enceinte de mon mari. Quoi? Oui. Vous saviez que votre sœur est enceinte de mon mari? Julian? Oui. Mais Julien est en couple avec ma sœur depuis longtemps. Mon sol s'est ouvert. Elle a même passé Noël chez votre belle-mère. Ma fille va tous les week-ends chez votre belle-mère pour jouer avec votre nièce. Ils sont allés à Annecy. Au parc aquatique. Tous les week-ends, ma sœur va chez vous. Ils sont en couple depuis très longtemps. J'ai raccroché. J'ai appelé Julien. Je viens de parler à la sœur de ton amante. Elle m'a confirmé que vous êtes ensemble. Pourquoi tu l'as appelée? Pourquoi tu ne m'as pas demandé? Tout ce que tu me demandes, je te réponds. Ah bon? Je t'attends depuis octobre. Tu allais vraiment me le dire? Ok. Alors c'est ça. Maintenant je te demande. Tu es vraiment en couple avec elle? Oui. Quand est-ce que tu allais me le dire? C'est parce que je ne voulais pas te blesser. Je ne voulais pas te faire de mal. Je voulais que ça se calme avant qu'on s'assoie pour parler. Je ne veux pas que tu ailles mal. Julien, tu es en couple avec quelqu'un d'autre. Oui. Et je couche avec elle tous les jours. J'ai raccroché. Je suis allée au travail. Fort. J'étais très mal. Je suis rentrée. J'ai mal dormi. En fait, je n'ai pas dormi. J'ai pleuré toute la nuit. Le lendemain, je me suis dit, je pense que je vais avancer dans ma vie. Je ne veux plus de ça. Ça suffit. Le lendemain, vers 13 heures, j'ai reçu la nouvelle. Mon grand-père est mort. Dans la ville de maman. Je devais partir en courant pour l'enterrement. J'étais très mal pendant l'enterrement. J'ai essayé de mettre fin à mes jours. Ma famille m'a beaucoup soutenue. J'étais folle. Parce que j'avais déjà vécu le deuil de papa. J'étais encore en deuil. J'avais découvert la trahison. J'avais eu cette maladie. J'avais découvert la grossesse. Mon grand-père était mort. J'avais fait une opération. C'était trop de choses. J'étais très mal. Je pleurai tellement. J'ai dit à maman, maman, je veux divorcer. Tu ne vas pas m'en vouloir? Jamais je ne t'en voudrais de divorcer. Parce que le mariage, c'est quelque chose de sérieux. Mais ce n'est pas ta faute. Je me souviens lui avoir dit, je pense que je veux divorcer. Il m'a dit, non, attendons que ça se calme. On va s'asseoir, on va parler, on va se relaver. Et j'entrais encore dans son jeu. C'est là que j'ai dit, je veux vraiment divorcer. Je lui ai dit, je veux divorcer. Ok. Mais le mariage, c'est sérieux. Réfléchis d'abord. Dans ma tête, je pensais, mais ce que tu as fait, c'est aussi très sérieux. C'est mal. J'ai dit, cherche un avocat. Parce que je ne vais pas payer le divorce. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est toi qui paies. J'ai dit, je vais attendre. Je suis allée voir ma psychologue. Je lui ai raconté. Elle m'a dit, Camille, je ne veux pas m'immiscer dans ta vie. Mais jusqu'à quand vas-tu laisser Julien prendre les décisions?
Pourquoi tu ne trouves pas toi-même un avocat? Tu entames la procédure. Tu fais ce que tu as à faire. Toute seule. Tu es entre ses mains. Tu l'as toujours été. Tu as attendu tout ce temps une réponse de sa part qui n'est jamais venue. Et maintenant, tu vas attendre sa réponse pour le divorce. Tu ne penses pas qu'il est temps de te libérer? D'être libre? Je lui ai dit, c'est vrai. Je suis allée voir une avocate. Toute seule. J'ai fait les démarches. Toute seule. L'avocate a contacté Julien. Et il m'a appelé, furieux. Pourquoi tu cherches un avocat? Je t'avais dit que j'allais m'en occuper. Tu paies combien cette femme? Il criait sur moi. Tu vas voir. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je t'ai déjà dit d'attendre. Ce n'est pas comme ça. Attends que ça se calme. Il était furieux que je demande le divorce. J'ai dit, non, mais je veux. J'avais tellement plus peur de lui que de ma décision. Je remercie tellement Dieu pour l'avocate, pour la psychologue qui sont entrées dans ma vie. Ce sont des femmes fortes qui l'ont remis à sa place. Qui m'ont emmené là où j'en suis aujourd'hui. Parce que si elles n'avaient pas dit, réveille-toi. On va entamer la procédure de divorce. On va faire comme ça. Je pense que je serais encore allongée dans une chambre à pleurer. Ce sont des femmes qui m'ont relevée. Qui m'ont aidée. Quand il a découvert que j'allais vraiment divorcer, il a voulu me voir pour parler. Je n'ai pas voulu le voir. Un jour, il a insisté. J'ai dit, ok, je te vois. Mais à 18h30. Si tu veux. Je ne peux pas à cette heure-là. Alors je ne peux pas te voir. Mais je peux t'appeler? Tu peux. On a tout réglé par téléphone. Comment on allait diviser les biens? Comment tout allait se passer? J'ai dit, à partir de maintenant, je ne veux plus rien savoir de ta vie. Et tu ne sais plus rien de la mienne. On avance. Malgré tout, il a continué à m'appeler par des surnoms affectueux. À m'envoyer bonjour. À me demander comment j'allais. Il a continué à me chercher jusqu'à récemment. J'ai découvert parce que je pensais que c'était une seule fois. Que c'était un accident. La grossesse. Après la mort de papa. J'ai découvert que non. Ils étaient ensemble depuis 2023. Depuis qu'il est entré dans cette entreprise. Ce n'était pas une seule fois. Tout le monde dans l'entreprise savait qu'il était son petit ami là-bas. Qu'il était marié et son petit ami à Lyon. Il était mon mari. Ils allaient à la salle de sport comme deux amoureux. Je ne sais même pas s'il travaillait vraiment tard le samedi. Qu'est-ce qu'il faisait? Mais il était déjà son petit ami depuis 2023. Marié avec moi. C'est là que je me suis dit, mon Dieu, comment c'est possible? Il m'avait dit que c'était une seule fois. Mais non. Il a toujours été avec elle. Il m'a toujours menti. Il ramenait des choses de la rue. J'allais toujours chez le gynécologue. J'ai commencé à mieux comprendre. Ça n'est devenu vraiment grave que quand j'ai eu cette maladie. Mais ils sortaient déjà ensemble depuis longtemps. Toute l'entreprise le savait. Tout le monde les soutenait. La famille de Manon le savait. Tout le monde savait qu'il était marié. Et tout le monde soutenait leur relation. Quand j'ai découvert tout ça, les gens de son entreprise que j'ai contactés m'ont soutenu pour que j'aille de l'avant. Pour que j'abandonne mon mariage. Sa famille a soutenu l'idée que je divorce. Que j'aille de l'avant. Pourquoi? Parce que tout le monde savait déjà qu'il sortait avec elle. Qu'il l'aimait. Que c'était avec elle qu'il voulait être. C'est pour ça que ça a été si facile pour la famille d'accepter. De ne pas me contacter pour me demander si j'allais bien. C'est pour ça que ça a été facile pour les gens de l'entreprise de dire, avance dans ta vie. Parce que tout le monde savait qu'ils étaient ensemble. Sauf moi. Maintenant, je continue ma vie. J'avance. Je vais bien. J'essaie de me reconstruire du mieux que je peux. Ça va aller. J'y crois. On est en pleine procédure de divorce. L'appartement a déjà été vendu. C'est en cours avec la banque. Le divorce va bientôt être prononcé. On ne l'a pas encore signé parce que c'est récent. Tout ça s'est passé en février. On est en avril. Maintenant, c'est juste la signature. Je ne sais pas encore comment ça va être, après. Mais j'espère que ce sera beau. Mon avenir. J'espère vraiment me reconstruire. Guérir des deuils. Des blessures. Des tristesses. De tout ce que j'ai traversé. Personne ne mérite ce que j'ai vécu. Personne. Une simple conversation aurait suffi. Un dialogue. Je ne méritais pas ça. Mais puisque c'est arrivé, tant pis. J'espère être une alerte pour d'autres femmes. Pour qu'elles comprennent les signaux. Pour qu'elles comprennent quand les choses ne vont pas. Que les femmes comprennent ce qu'est la dépendance affective. Parce que si je n'avais pas eu cette dépendance affective, peut-être que je serais déjà partie depuis longtemps. Mais essayer d'expliquer ça à une fille qui a été abandonnée par son père. Qui a mis tous ses espoirs dans un homme qu'elle pensait être l'amour de sa vie. Voilà mon témoignage. J'espère pouvoir aider beaucoup de femmes. Et qu'on puisse gagner. Un jour à la fois. Comme je dis toujours. C'est ça.